Allora, il progetto dell'inventario biologico generalizzato parte nel 2007 su un'idea dei parchi Alpi Marittime e del Parco del Mercantour. Questi due parchi sono oltre 40 anni che collaborano, ma la conservazione è veramente la finalità principale a cui i due parchi si devono attenere e devono portare avanti azioni a favore della biodiversità. I nostri due parchi, Marittime e Mercantour, erano moltissimi anni che lavoravano sulla fauna, ma in genere si prestava attenzione alla grande fauna. Abbiamo lavorato sul camoscio, sullo stambecco, su queste specie più evidenti e per un periodo abbiamo un pochino sottovalutato quello che invece è la biodiversità generale. Moltissimo ci sarà ancora da fare. Il progetto ATBI dell'inventario biologico generalizzato è un progetto che non avrà mai fine, quindi continuerà questa ricerca, questo approfondimento. Et finalement, ça a inspiré d'autres espaces naturels protégés à en faire de même. Et cette espèce d'effort collectif finalement a pu vraiment voir le jour à travers le Pittem Biodivalp, donc un projet Interreg Alcotra. En termes vraiment d'ATBI, se déroulera entre 2019 et 2021 sur un ensemble de 7 espaces protégés réunis entre la région Ligurie, la région Piémont, donc le parc national du Mercantour, mais également le parc naturel régional du Queyras, les Écrins, la Vanoise et le conservatoire d'espaces naturels Haute-Savoie Astère. Chacun s'est décidé de vraiment se lancer dans ce projet d'inventaire de la biodiversité méconnue, sur un ou deux sites de leur territoire. Nous concernant, nous avons décidé de nous focaliser sur les deux vallées les moins prospectées du territoire, c'est-à-dire la vallée de la Moyenne-Tinée et la vallée du Haut-Verdon. Concernant la Moyenne-Tinée, qu'on peut observer aujourd'hui, c'est un territoire qui était principalement sous-prospecté par rapport à sa morphologie. On est sur une vallée qui est extrêmement encaissée, des milieux très forestiers, assez compliqué d'accès, d'où justement une moindre circulation des scientifiques par rapport à d'autres vallées plus ouvertes. Une fois que tous ces espaces naturels protégés ou régions auront fini de travailler donc sur cet inventaire, sur les sites qu'ils auront identifiés, donc une fois que toute cette biodiversité se sera un petit peu révélée finalement, je pense qu'on aura déjà d'une part des belles surprises en termes d'espèces nouvelles pour ces territoires, mais aussi nouvelles pour les pays concernés, donc pour la France ou pour l'Italie. Et enfin, nous concernant, on avait quand même eu des espèces nouvelles pour la science. Donc là, il est également fort possible que ces espaces découvrent également des espèces nouvelles pour la science, donc jamais décrites. Et donc il y a un gros projet de synthèse à la fin de ce projet. Donc on peut dire 2021-2022. Donc là, sortira vraiment un document parlant et donc permettant de se représenter tout ce qui a été trouvé sur ces différents espaces ces dernières années. Thomas a été chercher des insectes aquatiques dans des blocs, dans des vitesses très rapides, plus typiques de zones torrentielles. Et on a des larves qui sont assez variées, en particulier des larves de plécoptères de la famille des perlidés. Donc dans ces milieux très torrentiels et très rapides, on trouve des larves qui ont vraiment développé des adaptations à la vie dans les eaux courantes, c'est-à-dire au niveau morphologique, un aplatissement du corps qui leur permet de beaucoup mieux adhérer aux rochers et aux blocs qu'on retrouve chez beaucoup de larves. Alors comme ces plécoptères, une fois qu'elles ont atteint leur stade ultime, leur stade larvaire ultime, elles vont se transformer en adultes. Donc c'est une sorte de petit papillon. Ce trichoptère va s'envoler et le but de cette forme ailée, c'est vraiment la reproduction. La plupart ne se nourrissent même pas en fait. De la même manière que les papillons de nuit sont attirés par la lumière, les trichoptères sont attirés aussi par la lumière. Alors les inventaires réalisés en 2019 et 2020 ciblaient des zones qui étaient plus ou moins prospectées. Par exemple, le torrent de Molière, lui, était connu dans la Moyenne-Tinée, mais le reste de la Moyenne-Tinée était moins bien connu.
Et en prospectant dans des petits vallons où on n'avait aucune donnée, on a renforcé le jeu de données et trouvé des espèces particulières dans ces vallons. On a eu quelques bonnes surprises. Par exemple, on a trouvé un trichoptère, Rhiacophila archangelina pour le citer, qui est une espèce qui était connue que d'Italie pour l'instant, qui était connue dans la région du Piémont, vers Antraquet, dans le parc Alpi-Maritime, répertorié pour la première fois en octobre dernier, donc octobre 2019, sur la partie basse du torrent de Molière. Donc une bonne surprise pour le secteur. Alors les invertébrés aquatiques, ce sont des très bons indicateurs de la qualité de l'eau. C'est pour ça qu'ils sont largement utilisés par les bureaux d'études, par les DREAL, pour évaluer la qualité de l'eau sur des réseaux de suivi de qualité. Toutes les études sur les insectes aquatiques et les changements climatiques montrent que les espèces les plus menacées sont des espèces endémiques et inféodées à des milieux d'eau froide, donc généralement dans des milieux d'altitude, dans des vallées un peu fermées. Donc dans le Mercantour, on est dans ce type d'espèces qui sont à surveiller dans le cadre des changements climatiques. Et ben là, on est sur le lac Louvitel. On n'est pas au lac, on est sur le lac. Et on va arriver dans la réserve intégrale dans 10 minutes si je suis en forme, 12 si je traîne un peu. Ce site, il a, je dirais, comme particularité de ne pas trop en avoir. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un site classique des Alpes du Nord, on va dire, avec une paissière dans la partie basse, avec des prairies alpines, comme on peut rencontrer dans beaucoup d'endroits des Alpes, et puis une zone rocheuse en altitude avec un petit glacier. Donc c'est un vallon typique des Alpes du Nord. C'est ce qui est intéressant. On n'a pas forcément d'espèces plus particulières qu'ailleurs, et c'est ce qui est intéressant puisque ça va nous permettre de voir comment la nature évolue sans intervention humaine dans un vallon classique des Alpes, on va dire, représentatif des Alpes. Donc l'intérêt de ce programme ATBI à l'échelle franco-italienne, c'est que justement on va pouvoir inventorier, aller assez loin dans les inventaires sur plein de sites, aussi bien des Alpes du Sud que des Alpes du Nord, des Alpes internes et des Alpes externes. Et on va pouvoir avoir une vision assez générale, assez large de toute la biodiversité des Alpes, du Sud essentiellement, on va dire de la Haute-Savoie au Grand Paradis en Italie, jusqu'au Mercantour et Alpi-Maritime sur la partie sud. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si on ne le fait que sur un seul site, on a une vision très partielle en fait. Là, le fait de couvrir toute la partie Alpes du Sud, ça va donner une vision assez précise, quoi. Je m'appelle Nicolas Van Voren, je travaille dans le cadre de l'inventaire pour la TBI ici du Louvitel pour le compte de l'association ascomi7.org, qui est une association spécialisée dans l'étude des Ascomycota, qui est un groupe des champignons en fait, voilà, donc, qui est un groupe particulier qui est étudié par notre association. Alors la FONGE, c'est un groupe qui représente en fait énormément d'organismes très différents, qui se développent dans beaucoup de milieux, dans les sols, sur les plantes, sur les arbres. Enfin, c'est vraiment très diversifié et ce sont des organismes qui ont un rôle essentiel en fait dans les écosystèmes par leur interaction avec les autres organismes ou par leur rôle de décomposeur des matières organiques. Donc c'est vraiment un pan méconnu de la biodiversité, mais qui est essentiel pour justement l'ensemble des autres organismes. Alors la réserve du Louvitel, c'est un endroit qui est intéressant du point de vue de l'étude parce que justement on a ici un milieu qui est laissé en libre évolution. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois de pouvoir inventorier les espèces qui sont présentes dans ce milieu pour pouvoir comparer avec des milieux équivalents mais qui n'ont pas ce statut de libre évolution et éventuellement voir si
on peut trouver des choses qu'on n'aura pas dans les autres milieux qui sont impactés par l'homme ou par les activités humaines de manière générale. Donc voilà, c'est essentiel qu'on puisse avoir des outils comme la réserve pour compléter notre connaissance de la fonge. La difficulté avec les champignons qu'on étudie, c'est que simplement à l'issue de la récolte, on peut rarement mettre un nom de champignon directement dessus. Donc là, j'ai récolté des choses sur différents substrats, des plantes mortes, des bois morts. Donc après la cueillette qu'on a fait donc ce matin, le stade suivant sera effectivement le travail en laboratoire. Alors quand on dit en laboratoire, c'est ici notre laboratoire, ça va être le chalet du parc, où on va pouvoir en fait observer de manière plus précise ces tout petits champignons qu'on a récoltés ce matin, avec des instruments, ce qu'on appelle une loupe binoculaire, qui va permettre un très fort grossissement et pouvoir déjà faire une observation plus précise. Et ensuite, on va faire une observation anatomique en faisant du microscope pour pouvoir là observer des caractères microscopiques, notamment tous les organes de reproduction, les spores. Alors, les ascomycètes, en fait, ont des caractères qui sont plus pertinents à observer sur du matériel vivant. Voilà. Donc, si on fait sécher le matériel et qu'on le réexamine par la suite, donc en le réhydratant, il y a un certain nombre de caractères qu'on va perdre ou qui seront moins bien perceptibles. Et du coup, on préfère, nous, travailler sur du matériel vivant. Donc, c'est plutôt l'idée d'amener le laboratoire sur le terrain, en tout cas le plus proche possible du terrain, pour qu'on puisse faire un examen le plus rapide possible après la récolte. Voilà. Alors ici, je fais un inventaire des araignées de la vallée du Guil. Donc je pars d'un site qui s'appelle l'Ange Gardien et je descends jusqu'à la confluence du Guil avec la Durance, dans le cadre de la TBI. Alors j'utilise plusieurs méthodes, alors le battage, le fauchage, la chasse à vue, le soulèvement de pierres, c'est ce qui prend le plus de temps. Après, je peux aussi faire de la chasse nocturne. Je suis déjà venue l'an passé au mois de septembre et cette année au mois de mai pour le prospecter. Des choses intéressantes, on n'a toujours que les mêmes. Ah non, il y a une petite sauteuse, mais C'est une araignée sauteuse, une salticidée, qui se met à l'abri sous les pierres pour la nuit ou quand il y a des intempéries. Et j'ai trouvé forcément des espèces totalement différentes, puisqu'il y a les araignées, il y a des araignées adultes toute l'année, principalement en hiver, et au fur et à mesure des saisons ou des mois, on trouve des espèces totalement différentes. Le rôle de l'araignée dans la biodiversité, c'est principalement la régulation des insectes, les fourmis, les moustiques, les mouches. Disons que plus il y a d'araignées, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'insectes, c'est donc que la biodiversité est riche. La démarche de la TBI est une action très très importante parce que ça permet de connaître la biodiversité des sites qui ont été souvent sous-prospectés. On trouve souvent de nouvelles espèces d'araignées quand on prospecte, en fait pas parce qu'elles sont nouvelles, mais parce que les lieux n'ont jamais été inventoriés. On se trouve dans le parc national de la Vanoise, donc dans le cœur du parc, et sur la commune de Méribel. Et donc ce site qui s'appelle la montagne du Saut
C'est un site de haute montagne qui est situé entre 2000 et 3500 mètres d'altitude avec des milieux très variés. On souhaite dédier ce site pour la recherche scientifique et la connaissance. Et donc, on s'est dit que c'était une très bonne opportunité de déjà avoir une connaissance sur les espèces qui, pour le moment, n'avaient pas jamais été trop investiguées jusqu'à présent. Le site, on l'avait aussi choisi parce qu'il est assez diversifié en termes de milieux. On a des pelouses, des milieux rocheux, on a jusqu'à un glacier. Donc on a vraiment une diversité de milieux de haute montagne et on est aussi sur calcaire d'un côté et roches acides de l'autre. Donc théoriquement avec des végétations et donc des espèces animales aussi très différentes. Je suis Benoît Daudelin, je suis un entomologiste. Donc depuis une vingtaine d'années, je fais des inventaires spécialisés pour les coléoptères. Donc là, pour la montagne du Saut, j'ai monté une petite équipe, on s'est regroupé entre plusieurs spécialistes, on est 5. Donc moi, je vais m'occuper de déterminer, d'identifier les coléoptères. André Miquet va s'occuper des araignées et puis des punaises. Alors ici, on a une pierre très accueillante puisqu'elle est bien fissurée et bien chaude puisque c'est de la carniole et donc des milieux très accueillants pour la microfaune. Et là, un mille-pattes. Alors les mille-pattes, on les capture pour des collègues spécialistes des mille-pattes. Moi-même, je m'occupe des araignées et des punaises. Oh, il y a zéro punaise, évidemment. Si, il y a des punaises. Il y a des opilions, il y a des punaises. Quand on cherche à faire un inventaire poussé sur un site comme ici, en fait, il faut qu'on fasse le tour de tous les micro-habitats, les petites zones particulières pour voir qui vit dans chaque petit morceau du puzzle et ensuite on reconstitue le puzzle complet de l'ensemble du site. L'idée de l'inventaire ATBI, c'est que chaque prospecteur va collecter tous les groupes avec sa technique, tous les groupes, et ensuite on va se répartir les punaises pour un tel, les mille-pattes pour un autre, les coléoptères pour un autre. On est obligé de s'appuyer sur un grand réseau d'experts qui ont la connaissance, qui ne vont pas forcément venir sur le terrain faire tous les prélèvements et ramasser les bestioles sur place. Ça, c'est un peu notre mission. On est spécialiste de notre groupe, mais avec André, on est aussi capable de ramasser large pour après redistribuer à tous les experts. Au niveau des techniques, il y a le petit filet fauchoir. Sinon, on a les systèmes de piégeage donc on va mettre au niveau du sol, qui sont des pièges où les animaux vont marcher, vont tomber, vont tomber dedans. Donc ça, on va en installer tout à l'heure. Et puis ensuite, on a la technique très basique de soulever les pierres et d'aller chercher dans les petits refuges où les bestioles vont se cacher la nuit ou quand les conditions sont mauvaises. Après, il y a une autre technique. En fait, on a un aspirateur qui va aspirer toute la litière au niveau du sol, donc tous les débris de plantes et tout ce qui est caché au pied des plantes, auquel on n'a pas vraiment accès quand on cherche à vue avec des petites pinces. Tout ce contenu qui est aspiré, on va le mettre dans un bac où il y a plein de bestioles qui vont chercher à s'échapper de partout et nous on va ramasser ce qui nous intéresse dans ce tas de bestioles. Au niveau des collectes, c'est vrai que ça peut surprendre de ramasser énormément d'insectes, mais au final, nous on va aller que dans très peu d'endroits par rapport à la surface du site. Et notre impact au niveau prélèvement, il est quand même très réduit. Même si on sort avec 200 ou 300 spécimens, c'est rien du tout par rapport à la quantité qu'il y a autour de nous, là. Donc on a quand même un impact qui est limité. En face de nous, on a le site école, ce qu'on appelle le site école de la Balme, localement on dit Barme, qui est en fait la combe qui est en face de nous, délimitée globalement par cette arête-ci, l'arête là-bas, la grande arête sommitale, une ancienne propriété privée, plus de 600 hectares,
qui a été acquise récemment par la commune de Chamonix. C'est le site idéal, on a à peu près 1000 mètres de dénivelé, de 1700 mètres environ au niveau du torrent de la Diose jusqu'à 2700 sur l'arête sommitale, 2009 presque au sommet du point culminant de l'arête du Pouce. C'est complètement libre, en libre évolution, laissé à la nature, à la faune sauvage et à l'abri du dérangement. Donc c'est le beau site, le site dont on rêve comme site de référence pour observer en fait les processus naturels. On va dire que sur le site, on avait la connaissance de base qui existe quasiment dans tous les espaces protégés, c'est-à-dire la flore et la faune vertébrée. Il nous manquait tout le reste, et donc l'année dernière, on a commencé à faire des inventaires sur la faune invertébrée, donc les mollusques, dont on reparlera sans doute, et puis les grands groupes de faune, les classiques, c'est-à-dire les papillons, les libellules, les criquets, les sauterelles. L'intérêt, c'était de pouvoir mener des projets à l'échelle de l'arc alpin et de pouvoir éventuellement comparer nos espaces à d'autres espaces. C'était aussi la possibilité d'obtenir des financements pour des choses qu'on n'a jamais l'occasion de faire. Alors je m'appelle Alain Thomas, voilà, je suis naturaliste, malacologue de profession, je pourrais dire, membre de différents conseils scientifiques, dont celui des réserves naturelles de Haute-Savoie. Le conservatoire m'a demandé de voir et d'identifier les mollusques qu'il y avait au niveau de la réserve. C'est-à-dire on a les gastéropodes qui comprennent les escargots et les limaces, et nous avons trouvé une espèce qui est très intéressante car c'est la deuxième donnée en pays de Savoie, qui s'appelle Eucobresia diaphana, qui est un tout petit escargot qui fait à peu près 5 mm, même pas 2 mm et demi à 5 mm, et que l'on trouve au pied des névés. C'est un escargot qui vit entre 2000 et 3000 mètres. Voilà. Alors c'est des marqueurs du changement climatique, car ces escargots ils étaient un peu plus bas, voilà, quelques décennies, et là maintenant on commence à les voir remonter, et on s'aperçoit vraiment qu'ils ont besoin de fraîcheur, quoi. Et on recherche les bivalves. Ici, on a des piscidiums qu'on appelle dans les petites mouilles, c'est-à-dire des petites réserves d'eau qu'il y a surtout sur la zone humide en haut. Alors le piscidium, c'est un tout petit bivalve qui fait entre 1 et 2,5 mm. Un bivalve, c'est-à-dire une moule, quoi, en quelque sorte. Donc ensuite, je vais les faire ouvrir au laboratoire pour regarder la forme des petites dents qui permettent de centrer la coquille et qui me donneront le nom de l'espèce. Io sono Davide Dagnino, sono un postdoc all'Università di Genova in botanica e sono qua nell'ambito del progetto CoBioDiv per effettuare dei rilievi per l'ATBI, quindi All Taxa Biodiversity Inventory, riguardante appunto la componente vegetale. La mia attività riguarda soltanto la botanica e in particolare io mi occupo sia delle piante vascolari sia dei muschi principalmente. Allora, noi oggi ci troviamo al Monte Bignone, che è un'area protetta in cui la principale habitat interessante sono le praterie di questo crinale, che sono delle praterie aride che ospitano molte specie, tra cui anche molte orchidee. Che comunque ci troviamo nella zona delle Alpi sud-occidentali, che è uno dei più importanti centri di endemismo di tutto l'arco alpino. Specificamente il Monte Bignone probabilmente un po' meno rispetto alle altre parti perché è meno alpina. Qui ci troviamo in un piano montano e questo habitat in cui ci troviamo è un habitat di interesse prioritario per la comunità europea, così come anche alcuni boschi che ci sono qui intorno, boschi di quercia. Io sono Claudia Turcato, sono una botanica e attualmente lavoro come consulente per l'ARPA Liguria.
Quest'anno abbiamo iniziato le attività di campo nel mese di maggio e ogni mese torniamo per raccogliere i dati, quindi maggio, giugno, luglio e adesso agosto. E poi continueremo ancora a settembre e poi l'attività continuerà anche l'anno prossimo nei mesi primaverili, inizierà un pochino prima di maggio ancora. E iniziamo a raccogliere dati puntuali col GPS, quindi ci fermiamo in un posto, prendiamo le coordinate, le esposizioni, i dati stazionali e poi facciamo una lista di tutte le piante che troviamo, quelle che non conosciamo, le raccogliamo, le portiamo poi in laboratorio e le determiniamo successivamente.